Merci, professeur. Merci, madame. Alors, pour ma part, c'est un grand plaisir pour moi d'être là aujourd'hui. Et j'ai le plaisir, en fait, de donner la parole maintenant à notre logiste qui va concerner tout ce qui est santé dentaire. Et donc, je vais donner la parole à monsieur le professeur Charles, qui est doyen de la faculté de médecine dentaire de Casablanca, pour vous présenter en fait, la relation entre les patients à risque et la santé dentaire, et notamment chez les diabétiques, vous savez très bien que la santé dentaire revêt une place importante dans la vie du patient diabétique. Il y a une interdépendance, une interconnexion entre le patient diabétique, entre sa santé, entre sa glycémie et la santé dentaire. Sans plus tarder, je vais donner la parole à monsieur le professeur. Monsieur le doyen de la parole. Merci, Madame la Présidente de la séance. Permettez-moi tout d'abord de me présenter au niveau de cette et bien sûr dans le cadre de la relation qui nous lie, qui est la santé du patient. Il nous a été demandé par l'association Action sans frontières, par son président, Dr Eslam, qui nous a demandé de participer avec vous à ce débat, notamment sur le diabétique, mais de point de vue dentaire. Et comme pour nous, le diabète ou le diabétique fait partie d'une patientèle ou de patients qui sont adressés parfois, entre guillemets, bien sûr, sans les prendre en charge, parce que quand on enseigne aux étudiants, on leur enseigne les patients à risque, et donc au niveau du privé, les médecins dentistes n'ont pas besoin de ce risque. Donc ils l'envoient au CHU, et donc ils atterrissent chez nous. Mais avec bien sûr un peu des conférences à travers les formations continues. Donc on a dédramatisé cette notion de patient à risque, et maintenant on voit de plus en plus les collègues médecins dentistes prennent en charge ces patients. Alors, au lieu de parler des soins dentaires chez le diabétique, j'ai préféré un petit peu, comme je suis avec des collègues et des consoeurs et des confrères médecins de toute spécialité et de toute, bien sûr, aussi bien les médecins spécialistes que les médecins généralistes. Donc j'ai préféré parler des patients à risque en général, parce que pour nous, la rubrique diabète ou diabétique ne représente rien pratiquement pour nous. À la limite, je disais tout à l'heure à ma collègue que pour le diabétique équilibré, on le prend en charge, on lui fait tous les soins sans problème. Non diabétique, on vous l'envoie pour l'équilibrer, ensuite on le prend en charge. Donc c'est une manière caricaturale de vous dire que vraiment le diabétique ne nous pose pas réellement de problème. Par contre, je voudrais partager avec vous justement cette notion de patient à risque chez nous. Bien sûr, comme l'espérance de vie augmente et donc les patients vivent de plus en plus longtemps, et qui dit vivent de plus en plus longtemps, donc vont vivre avec des pathologies, avec des maladies, etc. Et donc cette concomitance de plusieurs pathologies nous relie en tant que médecin, en tant que spécialiste, en tant que médecin dentiste, en tant que, bien sûr, j'ai vu avec intérêt les deux présentations, et surtout la dernière, j'ai appris beaucoup de choses, parce que nous aussi, parfois ça nous arrivait de prescrire l'hémoglobine glyquée sans avoir ces notions de modification, etc. Et donc, ça m'a beaucoup servi en tant que chirurgien, en tant que pathologiste. Donc, je disais que cette concomitance de pathologie va faire qu'on va prendre en charge des patients qui sont à la fois tarés, présentant donc plusieurs maladies, mais en même temps prenant beaucoup de médicaments. Et c'est à ce niveau-là que j'aimerais vous faire part donc de ce type de patients à risque. Pour nous, on les divise en deux catégories. Le risque physiologique, donc c'est l'âge, les deux extrémités de l'âge, donc l'enfant et le sujet âgé, mais aussi la femme enceinte, parce qu'elle a aussi des particularités pour nous, et donc sa prise en charge a aussi des particularités. Mais le côté qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les pathologies
au terrain pathologique, bien sûr, à leur tête les cardiopathies, mais on a d'autres pathologies comme les néphropathies, comme les endocrinopathies, et aujourd'hui on parle du diabétique. Qu'est-ce qui nous pose problème, nous, en tant que médecins dentistes, par rapport à ça? Nous avons différents niveaux. Soit que le patient ou les patients présentent des pathologies à manifestation buccale, et donc le médecin dentiste doit être averti d'un certain nombre de signes qui doivent l'orienter vers un diagnostic, type hémorragie ou saignement gingival sans cause dentaire. Donc on est obligé de chercher un problème général. Ça peut être des hémopathies, ça peut être des hémopathies malignes et les leucémies sont à leur tête, donc on trouve des saignements spontanés, ou bien ça peut être bien sûr des pathologies à manifestation. Nous avons eu un certain nombre de cas de découverte d'hépatite C à travers des lésions buccales, un lichen, des muqueuses pâles, etc. Les anémies, donc un certain nombre de pathologies, c'est au niveau, on dit que la bouche ou la cavité buccale est le miroir du corps. Beaucoup de manifestations de pathologies générales, on peut les voir au niveau de la cavité buccale. Le traitement bucco-dentaire aussi risque d'interférer avec la pathologie elle-même. Et ça peut être physiologique comme des accouchements prématurés chez des personnes, mais là ce ne sont pas des pathologies, mais ça peut être des pathologies comme les affections ou les infections focales qu'on appelle les infections focales. Donc un traitement dentaire peut, par bactériémie, entraîner une endocardite infectieuse. Et donc là aussi, ou bien le traitement bucco-dentaire est d'interférer avec la médication de ces patients. On peut donner des patients, si le praticien ne demande pas au patient qu'est-ce qu'il prend comme médicament, parfois on a des antagonismes et donc au lieu d'avoir l'effet, vous avez donné un médicament, on donne un antagoniste et on va annuler le médicament que vous avez donné. Et donc les deux côtés doivent, vous aussi, je vous demande aussi de bien vouloir jeter un coup d'œil sur la cavité buccale quand vous recevez un patient, même s'il vient pour n'importe quelle raison, et aussi lui demander est-ce qu'il est sous traitement médical, parce que les médecins dentistes ne font pas que des gestes manuels, mais on est amené plusieurs fois à donner des médicaments. Dans le même sens, toujours dans ces pathologies, ces interférences, certaines pathologies peuvent interférer avec la cinétique des médicaments et donc favoriser l'action d'un médicament, ou bien on peut voir ça dans les cas des patients sous insuffisance rénale. On ne sait pas que le patient a une insuffisance rénale et on n'a pas fait ni test ni rien du tout, et on va lui donner des médicaments avec une demi-vie longue. Et donc, si on cumule les médicaments comme on les donne dose matin, midi et soir, on peut avoir une élévation du dosage au niveau du sang et donc risque d'effets secondaires jusqu'au risque toxique. Aussi, bien sûr, on peut aggraver une pathologie préexistante. Un patient qui présente un ulcère et qu'on n'a pas été mis au courant, on lui donne des anti-inflammatoires. Vous savez qu'on travaille beaucoup avec les anti-inflammatoires. On peut risquer une perforation de son ulcère, etc. Et bien sûr, des médicaments pouvant déclencher une pathologie, c'est rare, mais ça peut aussi exister. Alors, quels sont les risques que nous avons dans notre pratique quotidienne? Ce sont les risques infectieux, je vais en parler de quelques cas, les risques hémorragiques, les risques de transmission croisée et bien sûr les risques de complications générales. C'est ce que je vais essayer de vous présenter en peu de temps. Mais avant ça, tout ceci, ces risques-là, je les ai un petit peu résumés sur des photos pour ne pas avoir que du texte. Vous avez des personnes qui peuvent se présenter avec, bien sûr, nous avons beaucoup de diabétiques qui se présentent dans cet état. Essayez de l'équilibrer, vous n'aurez pas d'équilibre tant qu'il y a un foyer infectieux qui va agir. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit un petit coup d'œil, quelle que soit la pathologie ou le motif de consultation dans une cavité buccale. Vous pouvez avoir des cas comme ici, ce sont des demandes esthétiques des patients, mais ici, ce sont des demandes de mise en état de la cavité buccale.
des patients qui vont subir, et malheureusement, pourquoi je vous dis ça? Parce que malheureusement, on reçoit parfois les patients une semaine avant une cure de radio ou de chimiothérapie. Impossible de prendre en charge un patient comme ça en une semaine, parce que la cicatrisation va prendre du temps, etc. Ou bien, on reçoit des patients qui vont subir une chirurgie cardiaque. Or, par définition, tout cardiologue doit regarder en bouche et, bien sûr, demander à l'éradication de tous les foyers infectieux au niveau de la cavité buccale. Sinon, les risques sont énormes. Et bien sûr, là, c'est au passage, je voudrais juste attirer votre attention sur des pathologies iatrogènes. Là, ce sont les personnes qui prennent des prothèses avec des ventouses. Ça peut provoquer des perforations, vous voyez ici. Donc, ça, c'est dû aux praticiens illégaux, aux charlatans. C'est juste pour vous sensibiliser à aussi faire la sensibilisation avec nous, à conseiller les patients, parce que les conséquences peuvent être parfois, c'est rien du tout, on peut rapidement fermer cette perforation, mais parfois ça peut aussi être grave des problèmes infectieux, ce qu'on appelle nous les cellulites, pas les cellulites en dermatome, mais les cellulites, ce sont des infections, ce qui était appelé les phlegmons. Donc les anciens connaissent ça sous le nom de phlegmons. Ce sont des cellulites avec des enflements pouvant aller de cas simples d'enflement à un stade séreux jusqu'au stade où, chez les enfants aussi, bien sûr aux fistules, mais aussi donc des collections purulentes qui demandent un drainage chirurgical, etc. Là, au passage, j'aimerais aussi, pourquoi je vous dis, j'ai mis cette photo, c'est pour juste éviter ces types de... C'est une cicatrice laissée par un traitement dermatologique, croyant que c'est une fistule, c'est dermatologique alors que c'est dentaire. Et donc, le traitement du foyer infectieux, du kyste et du foyer infectieux a fait sécher cette fistule, alors que malheureusement, la fille va rester avec une cicatrice ici indélébile. C'est toujours dans le sens de vous... Oui, non, c'est ici, c'est au niveau du menton. Oui, c'est à l'extérieur. C'est le dermato qui l'a traité. Pour ne pas dire, donc il a cru que c'était un problème. Je ne sais, je dis pas le dermato, je dis celui qui l'a traité. Je ne sais pas si c'est un dermato ou non, parce que je ne pense. Mais la cicatrice, elle est restée là. Vous voyez les points de suture et que c'est au niveau du menton, alors que le problème était dentaire. Donc c'est juste pour vous dire que voilà. Donc le traitement, non, il fallait traiter l'origine et non pas par là. Mais ça nous arrive de faire quand on a des cas comme celui-là. Ça nous arrive de faire par des cellulites comme celle-ci. Le seul traitement, vous voyez ici une matérialisation de la collection purulente à l'intérieur. Ici, c'est que la chirurgie. On est obligé de faire des incisions au niveau de la peau pour pouvoir drainer tout ça et assécher, bien sûr, avec les moyens que nous avons. C'est un terrain qui est commun entre nous et les chirurgiens maxillofaciaux et parfois les collègues ORL, qui prennent en charge ce type de... Mais oui. Non, ici, je ne parle que des foyers à point de départ dentaire. Et là aussi, la collaboration entre le médecin et le médecin dentiste est importante parce que beaucoup de cas de diabétiques, pourquoi? Parce que je reviens toujours aux diabétiques, c'est ceux qui font les plus de complications à cause de ce micro-angiopathie, à cause donc de la cicatrisation qui se fait très mal, etc. Et donc, j'attire votre attention sur... bien sûr, ça peut aller. Là, vous voyez une personne qui saigne partout, donc ce n'est pas une origine dentaire, ça ne peut être qu'une origine générale. C'est soit comme ici, donc en cas d'une leucémie, vous voyez l'hypertrophie gingivale avec des ulcérations et tout. Là, ce n'est pas une pathologie dentaire, c'est une manifestation d'une leucémie au niveau d'une hémopathie au niveau de la cavité buccale. Et bien sûr, les saignements comme ici, donc il n'y a pas de traitement parce que nos saignements, donc 99,9% sont d'origine dentaire. Soit c'est des extractions, ici c'est une extraction, les deux cas, c'est des extractions faites chez des charlatans avec fracture de l'os, etc. Et donc le patient revient avec, parfois le matin, il revient avec les serviettes pleines de sang, nous disons que j'ai saigné. Alors que c'est d'origine dentaire, il faut nettoyer, bien sûr, assurer une hémostase par compression, quelle que soit la compression. C'est soit en mettant des éponges hémostatiques ou des moyens hémostatiques à l'intérieur de l'alvéole, ou bien
en faisant une compression. Si vous avez un saignement en bouche, comprimez avec une compresse stérile pendant 10 à 15 minutes et le saignement devrait arrêter s'il est d'origine dentaire. S'il est d'origine, et bien sûr les autres, ce sont les petits, comme ici des petits avec des traumatismes, avec fractures, etc. Là, ce sont les causes des hémorragies. En dehors de ça, donc, on va chercher une cause générale. Et bien sûr, certains cas, voilà, où on a des tumeurs qui peuvent être bénignes, heureusement, mais parfois, ici c'est une hyperplasie gingivale, donc c'est bénin. Chez les patients toujours diabétiques, on en trouve beaucoup parce que à cause de la mauvaise hygiène et aussi à cause de non-suivi dentaire et aussi donc toujours le petit coup d'œil sur la cavité buccale. Ici des racines, mais avec une tuméfaction ici. Est-ce que c'est purulent ou est-ce que c'est une masse? Ça peut aller jusqu'à être un carcinome. Et donc, la découverte de cancer de la cavité buccale, ici vous voyez par exemple, quand vous voyez à l'intérieur, c'est cette tache blanchâtre qui est kératinisée, et là c'est la face interne de la joue. Quand on voit ça, il faut surveiller le patient, parce que ce sont des lichens qui peuvent se transformer, on les appelle des lésions prémalignes. Et donc ça peut se transformer en lésions malignes facilement si le patient n'est pas suivi. Ça peut aussi être révélateur de dermatose ou de problèmes dermatologiques, etc. Ici, un autre cas avec une tuméfaction, ça c'est la langue, le frein lingual. Et ici, vous voyez donc une tuméfaction, prothèse qui était mise chez le patient par un praticien illégal. Sans radio, il y avait une manifestation osseuse donc sous forme d'un petit kyste. Et le patient est venu consulter parce que la prothèse ne tenait plus. Chaque fois que la prothèse tombait, donc, en faisant une radio, on a trouvé un gros kyste au niveau de la mâchoire inférieure, de la mandibule, on l'appelle mandibule. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit, donc je termine cette parenthèse de diapo clinique et je reviens à nos patients à risque. Nous suivons donc les recommandations des consensus. Je pense que vous avez aussi des consensus de la même manière. On classe les patients à risque infectieux en deux classes, le risque A et le risque B. Le risque A correspond à un risque d'infection identifié localement ou une infection générale. Bien sûr, c'est un risque lié au terrain et à la sévérité. Ce sont les exemples, transplantation, greffe, les immunodéprimés, soit par anti-inflammatoires stéroïdiens, par chimio, le VIH, des pathologies chroniques non contrôlées, exemple le diabétique, la dénutrition, etc. Et le risque B correspond à un risque d'infection lié à une localisation secondaire de la bactérie. On appelle ça une infection focale. Ce sont des endocardites et on a la preuve scientifique de trouver des streptocoques de la cavité buccale d'infection greffés au niveau du cœur de l'endocarde, et c'est l'endocardite infectieuse qui est très grave, dont l'une des causes est l'infection dentaire. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, chez les médecins cardiologues, toujours la consultation dans la mise donc, du bilan est existante. Ça peut être aussi des infections sur prothèse articulaire, là aussi ça a été prouvé. Bien sûr, on a d'autres infections qui ont été décrites, mais qui sont soit dues à une infection ou bien une infection due au côté, donc, vous savez, nous avons au niveau de la cavité buccale, des maxillaires, un nerf qui a un double. Le facial, il est purement moteur. Mais nous avons le nerf trijumeau qui a une double action. Il est moteur et sensitif. Et donc, cette partie motrice peut entraîner des troubles, on appelle nous des troubles trophiques. Exemple, vous avez un barbu qui a des petites alopécies, pas de barbe qui pousse au niveau d'une région ou bien au niveau de la tête. Et donc, en faisant l'extraction d'une dent infectieuse, etc., là, ça repousse. Et donc, on appelle ça. On ne peut pas faire le diagnostic avant, on ne peut le faire qu'à posteriori, c'est-à-dire en faisant l'extraction. Et ça guérit, ou la barbe pousse, ou le cuir chevelu donc, est couvert. Vous avez des terrains de petites rondelles où il n'y a pas de poussée de poils. Et quand vous faites l'intervention, quand on fait nous l'extraction ou le traitement,
ben ça, on appelle ça une affection focale, c'est-à-dire qu'on a une pathologie bucco-dentaire qui agit sur, là c'est neurosensoriel, ça peut être comme l'endocardite infectieuse, ça peut être aussi dans d'autres pathologies comme rénales, etc. Donc les greffés, etc. Vous demandez toujours quand vous suivez un patient de faire un bilan dentaire parce que c'est très important et bien sûr le patient peut être sauvé grâce à cette intervention. Alors toujours en plaçant donc les risques, dans les risques hémorragiques, bien sûr, soit des patients à risque faible comme dans les antécédents d'anémie, mais l'anémie, même si ce n'est pas une pathologie donc de l'hémostase, mais nous avons un risque d'hémorragie lié. Les leucopénies, les leucémies, etc. Donc là, on a un risque qui est faible. Mais par contre, les patients sous chimiothérapie, sous anticoagulants, etc., ou sous antiagrégants plaquettaires comme les salicylés, le risque hémorragique est important. Et là, j'ouvre une parenthèse, au niveau de la je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui suivent des patients par anticoagulants ou par... Tout à l'heure, vous avez... donc, il y a comment faire chez ces patients. Parce que vous, en tant que médecin, vous dites, vous ne pouvez pas arrêter. Nous, en tant que médecin dentiste, on veut faire des chirurgies, il y a un risque hémorragique. Et donc, comment trouver la solution? Je vais proposer tout à l'heure quelque chose. Et bien sûr, les patients à risque élevé, ce sont les coagulopathies type hémophilie, maladie de Willebrand, etc. Donc, tout ce qui est pathologie donc problème de l'hémostase. Alors, bien sûr, il y a les risques de transmission croisée. Bien, les personnes qui sont multitransfusées, ils ont toujours ce risque de porter une problématique virale type hépatite C surtout ou HIV. Hein. Et donc, chez les hémophiles, les risques sont très importants, avec aussi les hémodialysés. Le risque de complications générales, ben, on en a parlé, bien sûr, ce sont les diabétiques avec non-équilibre de diabète, les cardiaques avec ce risque infectieux et complications. L'endocardite infectieuse, c'est les soins intensifs, c'est la réanimation, donc ce n'est plus la prise en charge au niveau donc, du cabinet ou bien les causes, bien sûr, le stress et l'état général altéré, bien sûr. Nous, on conseille aux médecins dentistes de ne pas faire de traitement chez ces patients sans sans prémédication, aussi bien médicale que sédative, etc., pour les rassurer. Etc. Et les complications d'ordre personnes, vous savez, nous avons des personnes qui donc le génol, et ils tombent donc ils font un malaise. Donc les malaises vont des malaises vagos simples à la syncope, bien sûr, à cause de stress, à cause de, vous savez, ceux qui font le plus peur, c'est les dentistes, parce que vous entendez ce qu'il vous fait soulager, le chirurgien travaille tranquillement, mais on entend tout, et donc surtout quand on est anesthésié, ça va directement ici, même ici on ne sent rien, mais on entend avec notre cerveau et on imagine toujours les pires, et donc ça augmente le stress et les décharges, bien sûr, d'adrénaline. Alors, nous avons 2 ouvrages que nous conseillons à nos collègues médecins dentistes qui sont très bons pour le médecin dentiste. Le premier, c'est la chirurgie dentaire et patients à risque. Un ancien, Yvan Roche, c'est un médecin dentiste, professeur à la faculté de Garancière à Paris, un ami. Et celui-là, l'essentiel de la médecine générale pour le chirurgien dentiste, c'est un livre traité, l'origine elle est anglaise, mais il a été traité, c'est traduit, un très bon, c'est un petit memento que nous conseillons à tous les médecins dentistes pour pouvoir bien sûr connaître quels sont, et avec des encadrés, voilà la pathologie, mais ce qu'il faut retenir de cette pathologie en tant que médecin dentiste. Bien sûr, la pathologie, la physiopathologie, les étiologies, on ne peut pas. Nous, en tant qu'enseignants, on cherche un petit peu, mais un praticien en privé, il est toujours en train de chercher la recette, comment faire pour, bien sûr... on va le faire, madame.
Madame Hamza, en tant que spécialiste des enfants, moi en tant que chirurgien, donc on va essayer de faire sortir. C'est vrai qu'on a besoin d'un fascicule pour pouvoir expliquer un petit peu les pathologies dentaires et quelles sont les interférences avec les pathologies. Donc on y a pensé, mais malheureusement, on le dit. Peut-être qu'en enregistrant tout ce qu'on dit, on peut en faire bien sûr des fascicules, mais malheureusement, la culture de la publication est très faible dans notre contexte. Malheureusement, moi, avec Madame Hamza, on assiste au campus. On a créé ce qu'on appelle le campus maghrébin pour la rédaction médicale. Et on le fait chaque année. Le dernier a été chez nous en 2018. Cette année, il est prévu au mois de mai en Algérie, mais je pense qu'on n'ira pas, nous, en tant que Marocains, mais les Tunisiens. Et donc, c'est une communauté de médecins, de pharmaciens, de médecins dentistes, et même de biologistes, et même des facultés des sciences qui viennent. C'est une semaine, c'est un campus où on traite la méthodologie, tout ce qui est outils de méthodologie, comment faire son montage de projet, comment faire sa recherche documentaire, comment recueillir les données, comment les traiter sur le plan épidémiologique et aussi comment rédiger ça en articles scientifiques. Et les Tunisiens nous dépassent, mais vraiment de loin, 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 et en tant que médecins généralistes et du privé. Ils viennent et ils publient. Alors qu'on ne voit pas beaucoup dans notre culture, c'est un très grand défaut dans notre culture marocaine, médicale en général. Donc, peut-être qu'on sera de plus en plus sensibilisé à... Donc, ce sont des ouvrages, et aussi à partir d'un certain nombre de consensus. Vous connaissez la FSAPS, qui est devenue maintenant l'ANDEM, et donc, ou la HAS, la Haute Autorité de Santé, qui publie aussi bien en médecine qu'en médecine dentaire, et nous avons un certain nombre de recommandations sur lesquelles on se base à partir de consensus. Il y a eu des conférences de consensus. Chaque 10 ans, il y a une conférence. Normalement, en 2022, il doit y en avoir. Il y a la conférence de consensus 2002, 2012 et de 2022. Et donc, ce sont un ensemble d'experts qui se penchent sur une question donnée, l'endocardite, l'antibiothérapie, etc. Donc, ce sont des documents sur lesquels on se base et on conseille nos collègues dentistes de pouvoir. Voilà, prescription des antibiotiques en pratique bucco-dentaire. C'est en open access, donc c'est libre, donc on peut les télécharger. Même si vous mettez la FSAPS maintenant, là, ça vous redirige vers l'ANDEM, donc l'agence du médicament, bien sûr, en France. Alors, je passe rapidement les pathologies, quels sont les risques. Nous avons un risque syncopal, donc il faut réduire le stress. Et bien sûr, vous savez, quand on part chez le dentiste, on est toujours stressé. Donc, on a toujours... Et donc, soit c'est des patients qu'on doit prémédiquer. Généralement, on donne l'hydroxyzine, donc l'Atarax. Parfois, on va jusqu'au Valium, donc les benzodiazépines, et on utilise le Valium. Des séances courtes, et bien sûr, les soins de préférence matinaux, et bien sûr, travail sous sédatif. Alors, l'anesthésie locale nous pose un problème, parce que, est-ce qu'on va donner un anesthésique avec vasoconstricteur ou sans vasoconstricteur? Vous n'avez pas l'habitude d'utiliser beaucoup de l'anesthésie dans votre pratique, surtout si vous ne faites pas de gestes chirurgicaux. Et le vasoconstricteur, généralement, c'est l'adrénaline ou la noradrénaline. Et dans nos carpules d'anesthésie, donc les flacons d'anesthésie qu'on utilise, il y a toujours du vasoconstricteur avec. Et donc, il y a la concentration d'abord de l'anesthésique locale et ensuite la concentration du vasoconstricteur. Plus on met de vasoconstricteur, plus quand on va anesthésier une région, la vasoconstriction des vaisseaux va empêcher que cette anesthésie va diffuser et donc il va rester en place. Et donc, elle va augmenter la durée de l'anesthésie. Par conséquent, nous permettre de travailler à l'aise pendant donc 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, 3. Il y a des anesthésies qui peuvent durer jusqu'à 3 heures. Et, localement, on ne parle que du local. Bien sûr,
quand on fait et c'est là le dilemme, parce que si on utilise des anesthésiques sans vasoconstricteur, ça va diffuser rapidement dans la circulation sanguine, et donc le patient va ressentir et on est obligé de réanesthésier. Et donc cette problématique, quand est-ce qu'on peut l'utiliser? Et généralement, les collègues vont adresser une lettre à vous, ou médecin traitant, ou cardiologue, lui disant est-ce que je peux utiliser, sachant que le patient présente une cardiopathie, est-ce que je peux utiliser le vasoconstricteur ou non? Normalement, on donne des indications dans ce sens par rapport à ça. Donc généralement, chez les patients présentant une valvulopathie, quelle qu'elle soit, insuffisance aortique mitrale minime ou sévère, donc on peut utiliser le vasoconstricteur parce que ça n'interfère pas avec la cardiopathie, les hypertendus lorsqu'ils sont contrôlés. Mais tous les patients non contrôlés, qu'ils soient diabétiques, rénales ou cardiaques, c'est des patients stressants pour nous parce que pour utiliser le vasoconstricteur, on ne sait pas comment il va réagir. Généralement dans les troubles du rythme, parce que le vasoconstricteur risque d'interagir avec donc, le rythme, chez des personnes qui ont un infarctus récent ou bien un pontage récent, on évite le vasoconstricteur. Pourquoi? Parce que puisque c'est des insuffisances coronariennes, donc le risque de donner un vasoconstricteur, ça va entraîner une compression, une vasoconstriction de ces vaisseaux, avec un risque bien sûr. Le problème ne se pose pas avec le diabétique parce que chez le diabétique, il y a une vasodilatation des vaisseaux et non pas une vasoconstriction. Pardon. Alors, le risque infectieux, c'est bien sûr tous les gestes qui vont entraîner un saignement en bouche entraînent une bactériémie. Bien sûr, cette bactériémie dépend de l'acte et la charge microbienne qu'il y a. C'est pourquoi on demande aux patients d'avoir une hygiène buccale pour réduire tout ce qui est bien sûr pathogène, parce qu'on a des milliards de microbes au niveau de la cavité buccale, on ne peut pas stériliser la cavité buccale avant de travailler dessus. Donc c'est illusoire et donc on réduit cette bactériémie pour pouvoir bien sûr travailler tranquillement. Donc il faut aussi évaluer le risque. Et les actes qui sont à risque, ce sont le détartrage, vous connaissez donc avec des soins de parodontologie, le traitement canalaire lorsqu'on a, parce que là, il y a une effraction du milieu à travers la racine vers l'os, et qui dit vers l'os, donc vers le milieu interne, donc vers la circulation, etc. Les extractions et tout ce qui est chirurgie. Mais tout ceci est basé sur des consensus. Quand est-ce que je vais vous montrer dans quelques instants un tableau. Donc les cardiopathies, avant, on avait les cardiopathies modérées, moyennes et sévères. Maintenant, on les classe en deux catégories, d'après le consensus. Et donc, on les classe en catégorie A, cardiopathie à risque moins élevé, et à haut risque. Les valvulopathies, c'est un risque moins élevé, tout ce qui est congénital, non cyanogène. Les pathologies à haut risque, ce sont les porteurs de prothèses valvulaires, les cardiopathies cyanogènes et bien sûr les non opérées et les antécédents d'endocardite infectieuse. Chez ces patients-là, le risque infectieux est important et donc ça, c'est pour justifier est-ce qu'on donne ou non une antibiothérapie prophylactique ou non. Voilà, donc à partir de ces constatations des auteurs, les experts de la conférence n'ont pas pu trancher est-ce qu'on donne l'antibiothérapie avant traitement chez un cardiaque ou non. Donc, vous voyez ici la bactériémie, donc c'est la quantité de bactéries dans le sang qui a été dosée dans certaines études, montrant que tout ce qui est extraction, ça peut aller de 40 à 100% de bactériémie. Tous les soins, vous voyez ici, ça peut aller donc en fonction du soin et en fonction de l'effraction qui va être faite au niveau des vaisseaux. Mais à côté, nous avons ce qu'on appelle une bactériémie spontanée, qui est quand même non négligeable. La mastication. En mastiquant, on fait des micro-saignements, et donc à travers ces micro-saignements vont passer des bactéries dans le sang. Et ça va donner une bactériémie. Et donc cette bactériémie, elle est jusqu'à 50. Le brossage, quand on brosse, bien sûr, on se blesse, et donc il y a passage de bactéries dans le sang. Quand vous utilisez le fil dentaire,
Donc on blesse et donc il y a une bactériémie. Quand il y a une irrigation gingivale, vous avez donc les petits pistolets ou les seringues pour nettoyer entre les dents. On les appelle les hydropulseurs. On met un peu de bain de bouche avec donc une solution salée et on les met dans des petits flacons avec donc, un piston pour pouvoir envoyer l'eau ou l'antiseptique entre les dents. C'est pour nettoyer entre les dents, c'est conseillé dans certaines pratiques. Et vous voyez ici que c'est une bactériémie spontanée, inévitable, qui est de l'ordre, qui peut aller jusqu'à 60%. Devant ces bactériémies provoquées, il y a un problème. On voit que certaines bactériémies provoquées sont inférieures à la bactériémie spontanée. Et là, c'est tout le temps, puisqu'on mastique tout le temps, se brosse tout le temps, etc. Alors qu'ici, c'est passager, parce que la bactériémie augmente après l'acte, et une fois l'acte terminé, elle va chuter. Et la question qui a été posée, est-ce qu'on donne les antibiotiques avant ces actes ou non? Puisque la bactériémie spontanée de tous les jours, elle est là. Est-ce qu'avant de se brosser, on va prendre un antibiotique prophylaxique? Non. Donc c'est la question qui a été posée par les experts et c'est là où est sortie cette différence. Et donc on a conseillé pour certaines pathologies que l'évaluation du risque clinique et radiologique doit être faite avant de décider est-ce qu'il y a une infection concomitante, est-ce que c'est juste une extraction simple. Pourquoi je vous dis ça? Parce que parfois, soit par l'automédication, soit par les praticiens eux-mêmes. Pour une extraction simple, on donne un antibiotique. Ce n'est pas justifié. Moi, je considère ça comme criminel au niveau de mes collègues praticiens. Parce qu'il n'y a aucune raison qui va. L'antibiothérapie, il n'y en a que deux. Soit elle est curative pour un problème infectieux donné, ou bien elle est préventive dans les cas où on veut prévenir une survenue de pathologie. Mais l'antibiothérapie, les canokisméois de couverture, généralement, ce n'est pas une couverture pour le patient, c'est une couverture qu'on croit faire pour nous-mêmes, alors qu'elle est dérisoire. Donc, ce n'est pas une couverture, il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas d'antibiothérapie de couverture. Et même si vous avez un patient qui vient vous voir en n'étant pas des médecins dentistes, ne donnez jamais un antibiotique à un patient parce qu'on voit des antibiotiques donnés pour n'importe quoi. Pire que ça, il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, il y avait une fameuse molécule que vous connaissez, la spiramycine, sous son nom que je ne veux pas citer, et qui a été donnée en tant qu'antibiotique, en tant qu'anti-inflammatoire et en tant qu'antalgique. Tout le monde, saignement, alors que ça servait absolument à rien. Ça a servi à quoi? À détruire ce médicament lui-même, parce que les résistances sont énormes maintenant, et c'est un médicament qui ne sert plus à rien s'il n'est pas associé à un autre médicament. Donc ça, c'est de réels problèmes de santé publique. Lutter contre la résistance aux antibiotiques, c'est notre rôle, c'est votre rôle, même pour vous. Donc ça devrait être une chose à respecter. S'il vous plaît, je suis tout à fait d'accord pour l'antibiothérapie comme ça abusive, mais par contre, chez un patient cardiaque, diabétique, qui va faire des soins. C'est ce que je fais. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Elle ne peut être justifiée. J'ai dit, on a deux antibiothérapies. Et c'est résumé au niveau du tableau suivant. Voilà, donc, bien sûr, ça c'est la conduite à tenir devant un patient qui présente un risque infectieux. Le médecin traitant, on l'envoie, on ne le traite pas. On n'est pas censé faire le diagnostic d'une insuffisance mitrale ou aortique ou quel que soit. Donc, on est obligé de l'envoyer à son médecin traitant qui, lui, va juger où l'envoyer chez un médecin, ou on l'envoie chez le cardiologue directement, et c'est lui qui, en lui expliquant ce qu'on va faire comme soin et le risque infectieux qu'il y a, et bien sûr, moi j'ai eu des cas totalement opposés, dans notre service, je veux dire. C'est-à-dire que nous avons des équipes qui ont gardé le consensus d'il y a longtemps, ils n'ont pas, et un service de chirurgie cardiovasculaire de Rabat, on voit toujours le même protocole qu'il y a 30 ans. Pour une mise en état de la cavité buccale, extraction, ils nous donnent le même protocole. Alors qu'à Rabat même, on reçoit des patients qui sont dans un autre service de chirurgie cardiovasculaire qui ont changé carrément, ils sont passés à
L'autre, le premier, c'est l'antibiotique 2 jours avant et prolongé 5 jours après. Alors que on sait que c'est une bactérémie qui ne va pas dépasser l'heure. Et donc là, on utilise un flash antibiotique qu'on va donner 1 heure avant. Généralement, c'est l'amoxicilline qu'on donne. On ne dépasse pas l'amoxicilline. Donc, 3 grammes 1 heure avant. Et après, il y en a qui préconisent de donner 2 jours après. Mais le dernier consensus, c'est un flash 1 heure avant et rien après. Donc, parce que c'est une bactérémie qui va monter et qui va descendre, et ça ne sert plus à rien de donner. Et donc, c'est l'antibioprophylaxie. Par contre, si on est associé à une infection, comme tout à l'heure, ce que vous avez vu, là, bien sûr, on est dans le curatif et on n'est plus dans la prévention. Et donc, l'antibioprophylaxie, lorsqu'elle est justifiée, et bien sûr, comme c'est des patients, pour nous, c'est des patients lourds, parce qu'un cardiaque, pour le faire déplacer, etc. Donc, on essaie de regrouper les actes et lui réserver 1 heure pour faire le maximum d'actes possibles. Vous connaissez l'histoire du dentiste, donc il vous fait rentrer, il change un pansement, donc 10 minutes, 5 minutes, vous sortez, il fait rentrer l'autre. Là, non, ça ne marche pas, là, il faut lui donner 1 heure d'ILO et bien sûr le traiter convenablement, etc. Donc donner du temps aux patients. Voilà ce que je disais tout à l'heure, les prescriptions des antibiotiques, bien sûr en odontologie et stomatologie, pour améliorer les prescriptions chez les médecins dentistes, l'AFSAPS ou l'ANDEM a sorti des tableaux. Et là, c'est l'antibiothérapie curative. Et donc, ils ont un tableau avec des rouges et des verts jaunes, etc., en expliquant ici, lorsque c'est vert, donc c'est autorisé, lorsque c'est rouge, c'est pas justifié, c'est pas autorisé ou c'est pas justifié, et lorsque parfois c'est jaune, lorsqu'il n'y a pas de preuve scientifique, il vaut mieux s'abstenir. Parce qu'on a pris cette habitude de donner des antibiotiques pour des patients, pour dire, alors que l'acte lui-même, il n'y a ni saignement ni rien du tout, donc on n'a pas besoin d'eux. Donc c'est juste pour vous dire que quand vous recevez, parce que vous pouvez recevoir un patient d'un praticien dentiste qui vous dira, je prie de bien vouloir, donc j'ai un patient qui est cardiaque. Surtout venant de jeunes, de villes lointaines, etc., qui n'ont pas acquis assez d'expérience ou bien qui ne se sont pas renseignés par documentation, qui ne lisent pas, pour dire les choses, donc parce que les actualités scientifiques changent. Et donc si on n'est pas en permanence en remise en question de nos connaissances, ce que nous on a eu au niveau des amphis est obsolète maintenant, dans la plupart. 80% de nos connaissances sont périmées. Donc il faut qu'on renouvelle, bien sûr, et c'est une des occasions comme celle-ci qui permettent un petit peu de discuter et de renouveler ses connaissances. Et la même chose pour l'antibiothérapie prophylactique. Donc je ne vous casse pas la tête Là, vous pouvez les télécharger, ils sont donc sur le site de l'AFSAPS. Et donc, ça c'était pour le risque infectieux chez le cardiaque. Bien sûr, là aussi, nous avons un problème avec les patients sous anticoagulants, qui peuvent être bien sûr soit cardiaques ou non cardiaques. Donc ce n'est pas que les cardiaques qui reçoivent ce traitement. Nous, on a des patients qui viennent, et je donne toujours cette étude en référence. C'est une étude ancienne, mais qui est très concluante par rapport à arrêter les anticoagulants ou ne pas les arrêter. Quand il s'agit de passer un relais comarinique, donc il n'y a pas de problème, on change l'héparine par, bien sûr, les autres héparines, Fraxi, etc. Mais ici, c'est une étude où on a, sur 2014 extractions, chez 774 patients, on n'a pas arrêté les antivitamines K. Et qu'est-ce qu'on a eu? Avec un INR qui est entre 2,2 et 4. Alors, il y a eu 12 cas d'hémorragie sérieuse, mais qui ont toutes été jugulées, donc traitées, pas de problème. Alors que dans un cas avec arrêt des antivitamines K, 542, c'est une étude australienne, 542 extractions avec 493 patients, toujours INR 2 à 4, il y a eu 5 embolies. Donc, c'est plus grave. Et donc, pas d'arrêt des anticoagulants. Et nous, avec les moyens qu'on a d'hémostase, on peut
traiter des patients jusqu'à 3 et même 4 d'INR. Avec donc un taux de prothrombine inférieur à 30, on les prend en charge sans problème parce qu'on a les moyens locaux pour pouvoir faire face à une hémorragie éventuelle, parce qu'on n'a pas toujours des hémorragies. Et donc, la question a été tranchée maintenant, et je pense que vous êtes tous informés, et surtout nos collègues qui suivent des patients sous anticoagulants. Donc, on n'arrête plus les anticoagulants. Alors que le problème se pose beaucoup plus avec les antiagrégants plaquettaires. Les anticoagulants, c'est tranché. Les antiagrégants plaquettaires, même si les doses sont minimes, mais l'effet des salicylés est retard. Et donc, même si là, on arrête 48 heures, ça y est. Donc, soit on passe un relais, soit on ne passe pas un relais, le problème ne se pose pas. Mais par contre, pour les salicylés, et là, parce que le risque hémorragique persiste et la durée de demi-vie des salicylés est longue. Et donc, même si on arrête 48 heures, le lendemain, on peut avoir une hémorragie si on ne s'y est pas, bien sûr, préparé. L'arrêt, si on doit arrêter pour les salicylés, c'est 1 semaine et non pas. Là aussi, malheureusement, ici, l'INR ne sert à rien puisque ça ne donne pas une idée sur les anticoagulants. C'est le temps de saignement qu'il faut aller chercher, non pas l'INR. Donc, pour les salicylés, voilà donc ce que j'ai dit tout à l'heure, donc pas de problème, mais l'étude a montré. Le protocole doit être défini. Et là, on se fie exactement si le cardiologue ou celui qui suit le patient va nous donner une carte. J-2, donc anticoagulant, J-1, donc prise des deux, J0, J-2, arrêt des anticoagulants et prise du relais, J-1, J0, donc on va intervenir, J+1, on continue à prendre le relais, 2 jours après, et ensuite, le 3e jour, on reprend les anticoagulants, parce que la demi-vie donc des types fraxiparine, etc., donc elle est courte, et on peut intervenir si on choisit le moment d'intervention. Mais on a dit que le risque n'est pas problématique. Mais s'il y a un protocole, on va le suivre. Je ne sais pas si vous donnez des protocoles d'arrêt des anticoagulants, mais on le reçoit de chez les cardiologues d'arrêt, s'ils peuvent arrêter sans problème. Parce que ce n'est pas nous qui décidons. Nous, on est prêts à prendre le patient en charge, même à 4 d'INR, mais si le médecin traitant nous dit on peut arrêter, donc on peut arrêter. Si ce n'est pas une cardiopathie, ça peut être donc une autre pathologie. Voilà. Le diabète, je vous ai dit, donc on n'a pas réellement de gros problèmes. Les problèmes qu'on a, c'est qu'il y a une sécheresse buccale, une xérostomie. Il peut y avoir des œdèmes de la muqueuse, mais c'est des polycaries. Et le problème essentiel quand on fait des chirurgies, c'est la microangiopathie, donc c'est le problème de cicatrisation avec le risque de complications infectieuses. Si on prend un groupe de diabétiques et un groupe de non-diabétiques et on fait les mêmes gestes, on aura beaucoup plus de complications infectieuses avec les diabétiques s'ils ne suivent pas leur traitement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas équilibrés et qu'ils ne prennent pas, alors qu'avec les autres, même avec une négligence d'un certain nombre de choses, donc on peut ne pas avoir de problème. Par rapport, bien sûr, non, ça c'est, vous connaissez tout ça, donc par rapport à la définition du diabète, etc. Comment prendre en charge? Donc il faut que ça soit une intervention courte après déjeuner. Bien sûr, chez les diabétiques insuline dépendants, pensez à la réalimentation. Et malheureusement, ça peut arriver que le patient arrive à 8h30 chez le praticien et il ne le fait rentrer qu'à midi. Donc c'est dangereux pour le patient. Donc il faut que le praticien soit. Et nous, quand vous envoyez un patient, vous lui dites, si vous allez chez le médecin dentiste, donc essayez de ne être qu'à votre heure de rendez-vous, bien que certains collègues ne respectent pas aussi les rendez-vous des patients, une bonne hygiène et asepsie, et bien sûr des contrôles. Alors, l'anesthésie locale avec vaso sans problème, on l'utilise, mais l'antibiothérapie, donc lorsque le patient est équilibré, on le considère comme un patient normal, et lorsqu'il n'est pas équilibré,
soit on l'envoie chez le praticien qui va l'équilibrer ou nous dire que vous pouvez y aller, soit on demande nous-mêmes, et je l'ai dit tout à l'heure, on demande des analyses biologiques, y compris donc la glycémie à jeun, parfois la postprandiale, et parfois on demande des glycémies, des hémoglobines glyquées. Je viens d'apprendre aujourd'hui, merci, je ne sais pas si elle est toujours là, mais qu'on doit faire attention, bien que moi je n'ai pas posé de diagnostic de diabète, c'est juste pour contrôler les 2 ou 3 derniers mois du patient, comment il était. Parce que pour nous, même si j'ai un patient qui est à 2 grammes, mais qui est stable, je ne risque pas grand-chose avec lui. Je ne sais pas sur le plan diabétologique comment vous le prenez ça, mais quand on a un patient qui fait 1,5 aujourd'hui, 3 le lendemain, et ainsi, ça c'est un patient dangereux pour nous sur le plan aussi bien hémorragique que cicatrisation, etc. Donc voilà, et bien sûr je passe rapidement sur l'insuffisance rénale, ça c'est définition et traitement. Alors pour nous donc la clairance, la créatinine est importante parce que des patients qui sont à un stade terminal et même sévère, donc ils seront hémodialysés et donc le problème ne se pose pas avec l'insuffisance rénale mais surtout avec l'hémodialyse et à ce moment-là bien sûr transmission virale, on en a parlé tout à l'heure, il y a un risque puisque l'anémie, l'héparine, donc toujours les risques hémorragiques, ici c'est un risque beaucoup plus infectieux. Donc l'adaptation posologique, on sait que, bien sûr, chez les insuffisants rénaux, donc donner 500 mg, c'est comme si on a donné 1 gramme ou 1,5 gramme. Et donc, le patient doit prendre en compte, puisque le principe actif va rester dans le sang un temps beaucoup plus important que chez une personne normale, comme chez le vieillard pour nous. Donc, toutes les fonctions physiologiques sont au ralenti et donc je donne 500 mg, c'est comme si pour une indication d'1 gramme, je peux donner 500 mg. Donc, bien sûr, les transplantés, toujours rentrer en contact avec le médecin traitant, sachant qu'il y a une immunodépression avec, bien sûr, un risque infectieux et surtout chez eux, le risque infectieux, il faut que la cavité buccale soit indemne et éviter, bien sûr, les hépatites. Moi, je voulais parler de ce problème-là. C'est un réel problème de santé, sauf vous avertir d'une chose. Donc, malheureusement, quand vous allez il y a une enquête nationale, malheureusement, je ne sais pas si elle est avec nous, notre collègue épidémiologiste de la santé, elle était hier là. Donc, on a fait une enquête auprès des personnes et on a fait le dépistage de l'hépatite. Et on a trouvé que beaucoup de personnes qui ont eu des soins avant ont fait des hépatites. Donc on a fait le lien entre soins dentaires et hépatite. Malheureusement, la question qui n'a pas été posée, où est-ce que vous avez fait vos soins? Et donc on a mélangé les charlatans avec les médecins dentistes. Et maintenant, quand vous allez faire un don du sang, on vous dit, est-ce que vous avez reçu un traitement dentaire? Alors considérons le charlatan comme le dentiste. Les dentistes travaillent avec du matériel stérile en faisant attention à tout ce qui est transmission croisée, etc. Alors qu'avec un charlatan, donc c'est la même pince, c'est la même instrumentation qui peut servir à faire cirer. Et donc je voudrais attirer votre attention si vous avez donc des questions ou à poser, toujours faire la différence, surtout en matière de don de sang. Et donc c'était pour cela que j'ai mis cette... Mais sinon, dans les hépatites, bien sûr, il y a des problèmes. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les décolorations, les kératinisations comme la face linguale, jugale que j'ai montré tout à l'heure, des lichens on peut les trouver au niveau de la cavité buccale et ils vont nous orienter. Soit on va envoyer donc le patient dans un service d'infectiologie où on va, bien de médecine d'infectiologie, où ils vont bien sûr demander les tests, etc. Parfois, donc, dans certains cas, avec donc les collègues par téléphone, qu'est-ce qu'on va demander, etc. etc. Mais, alors la prise en charge, toujours évaluer le risque, les modifications métaboliques, puisque ce sont des personnes aussi chez qui donc les métabolismes médicamenteux sont perturbés. Éviter les hépatites actives, on ne traite pas des patients en période d'hépatite active. Et bien sûr, à cause
de cette détérioration qui peut se suivre à ces problèmes hépatiques, il peut y avoir un problème au niveau, nous dans les anesthésiques qu'on a, les anesthésiques locaux, nous avons deux grands groupes. Un groupe à fonction amide, et c'est elle qui passe dans le foie, etc. Et un groupe à fonction à ester, et c'est ce qu'on donne en cas d'allergie aux amides. Là, la fonction amide, je n'ai jamais discuté ça avec mes collègues hépatologues, est-ce qu'on peut les donner ou non? On les donne jusqu'à présent, mais est-ce qu'on est dans le tort ou on est correct? Ça, contrôle de l'hémostase et de l'infection, etc. Donc, réduire la posologie des pénicillines, ce sont généralement la fonction hépatique qui est touchée. La large marge thérapeutique et faible élimination, bien sûr, rénale pour les macrolides, éviter les médicaments néphrotoxiques, c'est normal, et éviter les associations médicamenteuses en général chez des personnes qui sont atteintes de ces pathologies. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Je termine par les hémopathies. C'est juste pour vous dire que les manifestations buccales des hémopathies sont nombreuses et donc nous on peut faire le dépistage parfois de pathologies comme en dehors des cancers, parce que nous avons des cancers qu'on trouve au niveau de la cavité buccale, ils ne sont pas des cancers primitifs, mais qui sont des métastases de cancers pulmonaires, etc. Mais on peut trouver des lésions secondaires, donc des métastases au niveau de la cavité buccale. Alors, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'était l'hyperplasie gingivale, vous avez vu, donc avec risque infectieux des ulcérations muqueuses, et bien sûr, les patients qui vont subir des radios, des chimiothérapies surtout, vont être avec un risque hémorragique, une sécheresse buccale. Et donc, nous, on conseille soit des sialogogues qu'on donne aux patients pour augmenter donc, la sécrétion salivaire. Mais quand les glandes salivaires sont détruites par la radiothérapie, on conseille aux patients d'avoir toujours une bouteille d'eau et de temps à autre d'humecter sa cavité buccale pour éviter, bien sûr, les risques de caries et les risques d'infection. Donc, bien sûr, ils sont exposés à des infections fongiques, type Candida albicans, c'est le plus... Voilà, donc pour terminer, je vous remercie pour votre attention. Je vais donner la parole à la classe si vous avez des questions. Je vous en prie. Merci pour la présentation. Il y a beaucoup de voix qu'on ne connaissait pas. C'est le but. C'était le but d'échanger avec vous nos modestes connaissances en médecine, mais on peut vous aider en tout ce qui est... J'ai dit, lorsqu'il faut arrêter, il ne faut pas se contenter comme l'anticoagulant d'arrêter 48 heures. Si on est autorisé à arrêter, il faut dépasser la semaine. Parce que arrêter 48 heures, c'est comme si on n'a pas arrêté. C'était ça. Mais lorsqu'on est autorisé à l'arrêter, il faut dépasser une semaine. Ce n'est pas nous qui arrêtons là. Ah oui, donc c'est le médecin traitant. Voilà. Parce qu'on dit, on dit dans notre jargon, il vaut mieux faire face à une hémorragie qu'on peut juguler que le patient fasse un problème d'embolie ou de... La question, c'est dans quels soins dentaires on demande à arrêter la cigarette? C'est les soins chirurgicaux, lorsqu'il s'agit de chirurgie. Alors, dans les soins chirurgicaux, nous avons deux catégories de patients. Nous avons des patients chez qui la contre-indication est absolue. Donc, on ne fait pas ce type d'acte chirurgical chez ce malade. Et nous avons ce qu'on appelle des contre-indications relatives ou transitoires. Lorsqu'on règle le problème, on peut y aller. Par exemple, je vous donne l'exemple, maintenant vous entendez parler toujours des implants. Et donc les implants ne sont pas une contre-indication à poser ni chez le diabétique, ni chez le cardiaque. Mais est-ce que la chirurgie elle-même est autorisée ou non? C'est l'état du patient qui va nous autoriser. L'implant
est autorisé chez tout le monde. Maintenant, on pose des implants même chez les personnes qui ont subi une irradiation. Donc, vous savez, avec l'irradiation, l'os est séché et nous avons des terminaisons vasculaires, une vascularisation terminale au niveau de la mandibule. Je ne sais pas si vous avez vu les nécroses. Est-ce que vous avez déjà vu une nécrose? Parce que l'os se nécrose, il est brûlé par les radiations. Donc, on est obligé de demander combien de rad a subi le patient, la dose de radiothérapie, etc. Et aussi pour vous, donner une autre information, ce sont les biphosphonates. Je pense que parmi vous, il y en a. Les biphosphonates nous causent beaucoup du tort. Avant, c'était toutes les biphosphonates. Maintenant, c'est les injectables que nous redoutons. Parce que j'ai enlevé tout ce qui est photo de nécrose due au biphosphonate. Parfois, c'est la moitié du maxillaire qui tombe sous nécrose. Pour les myélomes, on les donne pour les maladies de Paget, on les donne pour beaucoup de pathologies, dans certaines pathologies tumorales, etc. Et aussi dans l'ostéoporose. Ça va. Kidera. C'était très intéressant. Alors, juste pour rebondir sur cette histoire d'ostéonécrose, en dermatologie, où on donne des doses de corticothérapie très fortes et au long cours, on fait systématiquement les soins avant de lancer les bisphosphonates, sachant qu'il y a deux choses. On a eu un cas de nécrose au début, avant qu'on connaisse bien avant qu'il y ait la recommandation de faire les soins dentaires. Donc, dans le service, il y a un cas de nécrose avec les biphosphonates il y a très longtemps. Deuxièmement, les biphosphonates ne sont plus prescrits systématiquement par les rhumatologues. Donc il y a des indications, il ne faut pas se lancer sur les biphosphonates comme ça. Donc c'est très important. Et dans dermatologie, les examens de la qualité locale est obligatoire. Oui. Il faut qu'il soit. On a une bonne partie en commun de la muqueuse. Mais je pense qu'il faut qu'il fasse partie de l'examen systématique. C'est ce que je. De tout médecin, quel que soit son domaine de médecine. S'il y a un message important à faire passer, c'est celui-là. C'est que même si on n'est pas médecin, dentiste, il faut jeter un coup d'œil sur la cavité buccale parce que vous pouvez révéler ou voir des choses qui vous paraissent anormales et vous pouvez... Moi, j'ai eu un cas chez une personne, avant de faire l'extraction d'une dent de sagesse, qui est sur l'arcade, qui ne pose aucun problème sur le plan position, parce que parfois c'est parce qu'elle est dans l'os ou la versée, etc. Et donc en voyant la radio, j'ai vu une racine qui était résorbée. Et la dent a deux racines, une racine totale et l'autre racine qui était résorbée. Aucune raison, ni carie, ni problème parodontal. Alors, je lui dis non. J'envoie à l'anapath. Non, j'envoie là. Eh bien, il revient, plasmocitome. Et on a sauvé le patient parce que sinon, ça allait passer. On a fait tous les examens. Plasmocitome, c'est la première partie du myélome, donc de la maladie de Kaller. Et donc, c'est pourquoi, et moi, je fais partie de cette génération qui a commencé dans la faculté de médecine dentaire et non pas de chirurgie dentaire. C'est pour médicaliser la profession et pour donner plus d'informations en médecine. J'espère que nos collègues, nos doyens ne sont pas là, mais j'espère qu'ils feront la même chose de l'autre côté. Donc, au niveau de la réforme, on essaie il faut qu'il y ait un cours de vulgarisation. Vous avez demandé un bouquin, si ça se fait au moins au niveau des amphis, de montrer c'est quoi. Et ce genre moi j'ai beaucoup aimé cette invitation et je remercie l'association de m'avoir invité parce que c'est très enrichissant et pour nous, pour un certain nombre de questions qu'on voudrait élucider, mais pour vous aussi, quelques informations qui pourraient vous aider. Madame, vous pouvez conclure. Il a calme approche. Merci d'avoir prêté attention à notre... Merci, Madame Hamza.